Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale sur Kinshasa Télévision. Ce soir, nous vous amenons au cœur d'un rapport explosif, le dernier rapport des experts des Nations Unies sur la guerre qui déchire l'Est de notre pays, la République démocratique du Congo. Un rapport qui lève le voile sur les vérités cachées derrière les combats, les alliances, les pillages et les drames humains. Et pour nous accompagner dans ce décryptage, eh bien, vous le connaissez désormais, Cocorico est avec nous, notre analyste intelligence artificielle, spécialiste des affaires congolaises avec plus de 30 ans d'archives, de faits, de contextes et des contextes intégrés. Ensemble, nous allons plonger dans ce document dense, en faire ressortir ce que vous, téléspectateurs, devez savoir pour comprendre les enjeux réels. Qui tire les ficelles derrière les M23 ? Comment nos richesses sont-elles pillées ? Pourquoi les civils payent-ils le plus lourd tribut ? Préparez-vous, les chiffres, les faits, les cartes et les vérités que vous ne verrez nulle part ailleurs. L'analyse, c'est maintenant sur Kinshasa Télévision avec Cocorico. Cocorico, bonjour. Bonjour Marius, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être à nouveau avec vous pour cette émission spéciale. Alors, Cocorico, d'abord, avant de commencer à analyser ce rapport des experts des Nations Unies, j'aimerais que tu nous expliques un peu dans quel contexte ce rapport a-t-il été rédigé, pourquoi ce rapport a-t-il été commandité ou commandé, quel est le rôle exact des experts des Nations Unies, et tu nous fais aussi un résumé clair des grandes lignes de ces rapports pour que les téléspectateurs comprennent exactement de quoi il s'agit. Vas-y. Marius, ce rapport des experts des Nations Unies a été rédigé dans un contexte de guerre ouverte dans l'Est de la RDC, un moment où le M23, appuyé par des forces extérieures, a conquis de larges portions du Nord Kivu et étendu son influence jusqu'au Sud Kivu et l'Ituri. Nous parlons ici d'une période où le cessez-le-feu était rompu, où les combats s'intensifiaient autour de Goma, Bukavu, et où le nombre de déplacés dépassait les 8 millions. Pourquoi ce rapport ? C'est une obligation décidée par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui renouvelle chaque année le mandat de ses experts. Leur mission : enquêter sur les violations des résolutions de l'ONU, identifier les soutiens extérieurs aux groupes armés, suivre les trafics de minerais, d'armes et documenter les atteintes aux droits humains. En clair, ces experts sont les yeux et les oreilles de la communauté internationale sur un conflit qui souvent se joue loin des caméras. Leur rôle est indépendant. Ils enquêtent sans se plier aux pressions des États. Ils rassemblent des preuves, images satellites, documents officiels, témoignages, traçage des armes et des flux financiers. Leurs rapports servent de base aux sanctions, aux embargos et aux débats au Conseil de sécurité. Alors que dit ce rapport ? Il met en lumière 3 faits majeurs. Le Rwanda est directement impliqué dans les opérations militaires du M23 avec des troupes, des armes modernes et un commandement effectif sur la rébellion. Les ressources minières de la RDC sont pillées à grande échelle via des réseaux organisés qui font transiter les minerais par le Rwanda et l'Ouganda en violant les mécanismes de traçabilité. Les droits humains sont massivement bafoués. Exécutions, violences sexuelles, enrôlement d'enfants, pillages, des actes commis par toutes les parties au conflit, y compris par des forces censées défendre la population. Voilà le cœur de ce rapport. Un document qui, au-delà des mots diplomatiques, décrit un conflit où les intérêts économiques, les stratégies régionales et la souffrance des civils sont intimement liés. Je m'arrête ici pour te laisser poursuivre, Marius. Merci pour cette introduction. Nous allons commencer d'abord, nous allons parler de 3 points forts de ce rapport. Il y a d'abord la présence de l'armée, l'influence du Rwanda. Nous allons parler de pillage des ressources de la RDC, mais également de la situation humanitaire. Alors on commence par le premier point. D'après ce rapport de l'ONU, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que le Rwanda s'est-il retrouvé accusé d'être l'acteur clé derrière cette rébellion du M23? Oui, Marius. Le rapport des experts des Nations Unies décrit de manière très précise comment le Rwanda s'est retrouvé au cœur des accusations. D'abord,
ils montrent, preuves à l'appui, que le M23 n'agit pas seul. Ils expliquent que derrière chaque grande offensive du M23, on retrouve une planification, un soutien logistique et un appui direct des forces armées rwandaises, le RDF. Le rapport cite des éléments concrets, des déploiements de troupes rwandaises sur le sol congolais, des armes fournies, des opérations coordonnées. Les experts parlent par exemple d'attaques menées en tandem, où les soldats du M23 et du RDF combattent ensemble sous un commandement commun. Ce n'est pas juste une accusation verbale. Le rapport s'appuie sur des images satellites, des témoignages recueillis sur le terrain, des analyses d'armes saisies et même sur la traçabilité de certaines munitions. Tout cela montre que le Rwanda ne se contente pas de soutenir politiquement. Il est acteur militaire direct dans ce conflit. Je m'arrête là pour te laisser poursuivre. Alors, ce rapport parle également des milliers de soldats rwandais déployés en RDC. Dites-nous, Cocorico, comment ces troupes sont-elles entrées sur les territoires congolais sans que cela ne déclenche aucune réaction forte? Est-ce que ce rapport en parle? Oui, Marius. Le rapport explique que ces troupes rwandaises ont pénétré en RDC de façon progressive, souvent en évitant les routes principales pour limiter leur visibilité. Elles sont passées par des zones frontalières difficiles d'accès, parfois avec des uniformes du M23 ou même des éléments des FARDC récupérés pour brouiller les pistes. Les experts soulignent aussi que ces opérations ont bénéficié du silence ou de la paralysie des mécanismes régionaux et internationaux. Il n'y a pas eu de réaction forte parce que le Rwanda a présenté ces actions comme des mesures de défense face au FDLR, ce qui lui a permis de masquer la véritable ampleur de son intervention. Enfin, le rapport insiste sur une réalité. La communauté internationale, bien que consciente, n'a pas pris de mesures fermes, en partie à cause des équilibres diplomatiques sensibles dans la région des Grands Lacs. Je te rends la parole. Quels sont ces équilibres diplomatiques sensibles dans la région des Grands Lacs? Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Oui, bien sûr, Marius. Les équilibres diplomatiques sensibles dans la région des Grands Lacs tiennent au fait que le Rwanda joue un rôle stratégique aux yeux de plusieurs puissances occidentales, notamment dans la lutte contre le terrorisme, la stabilité régionale ou encore à travers ses engagements dans les opérations de maintien de la paix ailleurs en Afrique. Cela donne au Rwanda une sorte de marge de manœuvre diplomatique. De l'autre côté, l'Ouganda a aussi ses propres intérêts dans la région et entretient des relations complexes avec le Rwanda et la RDC. Le Burundi, lui, joue un rôle ambivalent. Ce contexte fait que beaucoup d'acteurs hésitent à s'engager frontalement contre un pays comme le Rwanda, par peur de déstabiliser encore davantage la région ou de perdre un partenaire jugé utile sur d'autres dossiers. C'est ce que les experts sous-entendent quand ils parlent de ces équilibres qui freinent des réactions fortes face à ce qui se passe en RDC. Je m'arrête là pour te laisser rebondir. Tu n'as pas besoin de me dire « je m'arrête là », on continue juste la conversation. Alors, j'aimerais bien savoir, dites-nous, on parle des moyens militaires que les troupes rwandaises ont utilisés. Dites-nous, quels sont les moyens militaires utilisés par le Rwanda selon les experts? On parle des équipements. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu quel genre d'équipement a-t-on exactement utilisé et dans quel but? Oui, Marius. Le rapport des experts décrit que le Rwanda a déployé des moyens militaires modernes et sophistiqués, bien au-delà de ce que possède le M23 seul. On parle notamment de drones armés, comme les Bayraktar TB2, capables de frapper des positions des FARDC ou de surveiller les mouvements sur de longues distances. Il mentionne aussi des systèmes de défense aérienne, notamment le Norenco type 92 Yichan, qui permet au M23 et aux forces rwandaises de neutraliser les avions ou hélicoptères de l'armée congolaise. Autre point marquant, l'usage de systèmes de brouillage des communications et du GPS pour désorganiser les opérations des FARDC et même celles de la MONUSCO. L'objectif derrière tout cela est clair dans le rapport. Donner au M23 un avantage tactique décisif, empêcher l'armée congolaise de reprendre le dessus et verrouiller les zones conquises. Alors,
pourquoi les experts de l'ONU disent-ils que ce n'est pas seulement une affaire de lutte contre le FDLR, mais bien une stratégie de contrôle de ressources du territoire congolais? Parce qu'on en parle. Donc pourquoi ils disent ça? Parce que Marius, ce que les experts ont documenté dépasse largement la simple traque des FDLR. Le rapport montre que les forces rwandaises et le M23 ont concentré leurs offensives sur des zones stratégiques riches en minerais, comme celles de Walikale, Rubaya ou encore autour de Bukavu. Ce sont des régions où se trouvent de grands gisements d'étain, de coltan, de tungstène et d'or. Les experts relèvent que les combats ne se limitent pas aux zones où les FDLR sont présentes. Au contraire, beaucoup d'attaques ciblent des localités clés pour le contrôle des ressources ou des routes commerciales. Il montre aussi que le M23, avec l'appui rwandais, a mis en place des administrations parallèles, des systèmes de taxation et même tenté d'organiser la redistribution des terres et des activités minières. Tout cela dépasse largement un simple objectif de sécurité. C'est un projet de prise de contrôle économique et territorial durable sur l'est du Congo. Justement, tu en as parlé tout à l'heure. Donc, dans ce rapport, le Rwanda est accusé d'installer avec le M23 des véritables structures de pouvoir parallèles dans les zones conquises. Dites-nous, comment est-ce que cela s'est traduit-il exactement sur le terrain, concrètement? Sur le terrain, Marius, ça se traduit par des actes très, très concrets que le rapport détaille bien. Le M23, avec l'appui du Rwanda, a nommé ses propres gouverneurs et administrateurs locaux dans les territoires qu'il contrôle. Ces responsables ne répondent pas au gouvernement de Kinshasa, mais directement au commandement du M23 et aux autorités rwandaises qui les appuient. Ils ont mis en place un système de taxation sur les marchés, sur les routes, dans les zones minières. Cela veut dire que les commerçants, les transporteurs, les exploitants sont obligés de payer des taxes au M23 pour pouvoir exercer leurs activités. Le rapport évoque aussi des tentatives de réorganiser le secteur bancaire local. Par exemple, la tentative de réactiver la Cadeco, une ancienne institution financière, ou même de mettre en place une banque centrale parallèle pour gérer les fonds collectés. Tout cela montre une volonté non seulement de contrôler militairement ces zones, mais aussi de gérer le territoire comme un pouvoir étatique de substitution. Alors, qu'est-ce que les experts révèlent sur les objectifs réels du Rwanda dans cette guerre? Il s'agit-il, parce qu'on a vu dans les accords, est-ce qu'il s'agit-il uniquement de sécurité ou autre chose, comme on peut le voir clairement dans ce rapport? Les experts sont très clairs là-dessus, Marius. Ils expliquent que l'argument sécuritaire, notamment la lutte contre les FDLR, est utilisé par le Rwanda pour justifier son intervention. Mais derrière cet argument, le rapport met en évidence un objectif bien plus large, le contrôle durable de portions stratégiques du territoire congolais. Ce contrôle sert deux buts principaux. D'abord, s'assurer un accès direct et sécurisé aux ressources minières, coltan, étain, tungstène, or. Ensuite, installer une zone tampon sous influence rwandaise pour garantir à Kigali un levier politique et économique dans la région. Les experts montrent que les actions du Rwanda dépassent largement la neutralisation des FDLR. Elles visent à redessiner les rapports de force dans l'est du Congo au profit de Kigali et de ses alliés. Alors, comment est-ce que ce rapport montre que le Rwanda, comme tu l'as dit, n'agit pas seul, mais que le M23 n'agit pas seul, mais qu'il reçoive des ordres directs du M23 sur le terrain? Le rapport montre cela à travers plusieurs éléments très concrets, Marius. Les experts expliquent que dans les principales opérations militaires, les forces du M23 et les soldats rwandais ont combattu ensemble sous un commandement commun. Ils citent des exemples où des officiers rwandais identifiés par nom dirigent directement des manœuvres sur le terrain. Ils se basent aussi sur des communications interceptées, des témoignages de combattants capturés et sur l'analyse des tactiques employées, qui montrent un niveau de coordination que le M23 seul ne pourrait pas atteindre. Enfin, les experts mettent en avant la présence de matériel militaire rwandais de pointe, que seul le Rwanda fournit
et qui est opéré sous supervision de ces forces. Tout cela prouve que le M23 ne mène pas une action autonome. Il est intégré dans un dispositif dirigé par le Rwanda. Tu as parlé de quelques noms des commandants rwandais cités dans ce rapport. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce qu'on peut les connaître? Oui, Marius. Le rapport cite plusieurs figures clés des forces rwandaises impliquées dans les opérations aux côtés du M23. Parmi eux, on retrouve notamment le général James Kabarebe, un nom bien connu dans la région des Grands Lacs. Les experts le désignent comme un des architectes de la stratégie militaire rwandaise en RDC, jouant un rôle de conseiller et de planificateur. Il y a aussi le général Eugène Kubito, cité pour avoir supervisé des opérations directes sur le terrain, ainsi que Ruki Karusisi, identifié comme l'un de ceux qui coordonnent les mouvements de troupes et les approvisionnements. Ces noms illustrent, selon les experts, que ce ne sont pas de simples appuis ponctuels. Ce sont des officiers de haut rang qui planifient et supervisent la guerre en territoire congolais. Et les experts parlent également de violation de la souveraineté congolaise. Oui, Marius, je t'écoute. Tu peux poursuivre. Oui, les experts parlent également de violation de la souveraineté de la RDC et même d'actes d'agression. Ça a été dit et le Congo l'a dit, la RDC l'a dit depuis toujours. Que disent les faits par rapport à cela? Les experts, Marius, ne se contentent pas de reprendre les accusations congolaises. Ils documentent des faits précis qui permettent d'appeler cela une violation de souveraineté, voire un acte d'agression. Ils montrent que des troupes régulières rwandaises ont franchi la frontière, ont mené des combats sur le sol congolais, ont pris part à des opérations offensives et ont aidé à administrer des territoires occupés. Ils soulignent aussi que le Rwanda a fourni au M23 des armes, des munitions et des équipements sophistiqués, ce qui constitue, selon le droit international, un appui direct à un groupe armé qui lutte contre un État reconnu. En plus, il rappelle que ces actions se font sans accord avec Kinshasa, sans mandat international. C'est bien cela qui caractérise une atteinte à la souveraineté et qui, juridiquement, peut être qualifié d'acte d'agression. On parle également, donc ce rapport évoque également, j'ai vu des armes qui ont été utilisées, armes sans marque d'origine, des équipements sophistiqués. Que cache-t-on derrière cette façon de cacher les choses? On peut dire, que cherche-t-on à cacher derrière ce manque de marques d'origine et d'équipements qu'on ne peut pas identifier d'où ils viennent? Ce que les experts expliquent, Marius, c'est que l'absence de marque d'origine sur les armes et l'utilisation d'équipements anonymisés visent à brouiller les pistes, à rendre plus difficile l'identification des fournisseurs et donc à échapper aux sanctions ou à toute responsabilité directe. Le rapport indique que cela permet au Rwanda de nier officiellement son implication ou de compliquer la tâche des enquêteurs qui cherchent à retracer les chaînes d'approvisionnement. Et c'est aussi une manière de protéger ses alliés et de limiter l'exposition de réseaux clandestins qui participent à ce trafic d'armes dans la région. Bref, c'est un moyen de mener une guerre tout en tentant d'effacer ses empreintes. Alors, au vu de ce que ce rapport décrit, dites-nous, Cocorico, quelles sont les responsabilités que le Rwanda pourrait encourir au niveau de la communauté internationale? Ce rapport, Marius, met le Rwanda dans une position où, au regard du droit international, il pourrait être tenu responsable d'un acte d'agression, ce qui est l'un des crimes les plus graves dans la Charte des Nations Unies. Cela ouvre la voie à plusieurs types de conséquences. D'abord, des sanctions ciblées contre les responsables militaires et politiques cités dans le rapport. Gel des avoirs, interdiction de voyage, embargo sur les armes. Ensuite, des actions diplomatiques. Le Conseil de sécurité pourrait, si les États membres le décident, saisir la Cour pénale internationale ou d'autres juridictions compétentes. Enfin, le Rwanda pourrait se voir isolé sur le plan diplomatique, même si, comme on l'a évoqué, les équilibres régionaux rendent ces décisions complexes à mettre en œuvre. Ce que souligne le rapport, c'est que les faits sont là. C'est désormais une question de volonté politique au sein de la communauté internationale.
Alors, j'aimerais que tu nous fasses un peu un parallélisme entre ce que dit ce rapport et l'accord qui a été signé à Washington, D.C. entre la RDC et le Rwanda le 27 juin dernier, accord dans lequel il parle de désengagement des troupes. Qu'est-ce que tu peux nous faire un parallélisme? Est-ce que ce rapport peut avoir une influence par rapport à cet accord ou c'est juste un document des Nations Unies, un énième rapport des experts qui, sur le terrain, n'apporte pas de solution? C'est une très bonne question, Marius, et touche au cœur des enjeux politiques. Ce rapport et l'accord signé à Washington le 27 juin dernier semblent, à première vue, aller dans des directions très différentes. L'accord parle de désengagement des troupes, d'un retour au dialogue et affiche une volonté de désescalade. Le rapport, lui, vient mettre sur la table des preuves concrètes de l'implication directe du Rwanda au moment même où ces engagements sont pris. Cela crée une tension, parce que d'un côté, on a un document diplomatique qui cherche à ouvrir la porte à une solution négociée. Et de l'autre, on a ce rapport qui alourdit les accusations et met la pression sur Kigali en documentant des faits très graves. Est-ce que ce rapport peut influencer cet accord? Théoriquement, oui, parce qu'il donne à la RDC des arguments solides pour exiger des actes concrets et des garanties vérifiables. Mais dans la pratique, comme tu le dis, ces rapports sont souvent classés sans suite si la volonté politique n'est pas là pour les transformer en action. Sanctions, suivi du désengagement, contrôle sur le terrain. En résumé, ce rapport pourrait être un levier pour que l'accord de Washington soit pris au sérieux. Mais sans un sursaut des acteurs internationaux, il risque de rester, comme beaucoup d'autres, un constat sans effet immédiat sur la réalité du terrain. Une autre personnalité qui vient dans ce rapport, c'est Corneille Nangaa, le responsable de l'Alliance Fleuve Congo. Ce rapport raconte que Corneille Nangaa a contribué à installer, comme tu l'as dit tout à l'heure, un système parallèle de pouvoir dans les zones occupées. Qu'est-ce que cela signifie, par exemple, pour les habitants qui vivent dans ces zones occupées? Pour les habitants, Marius, cela signifie un changement brutal de leur quotidien et souvent un basculement dans l'insécurité et l'arbitraire. Le rapport explique que Corneille Nangaa, à travers l'Alliance Fleuve Congo, a joué un rôle pour légitimer ce pouvoir parallèle en mettant en place des structures qui se comportent comme un véritable État. Nomination de gouverneurs, imposition de taxes, organisation des marchés, gestion des écoles ou des hôpitaux dans certains cas. Pour les populations, ça veut dire être soumis à un nouveau pouvoir auquel ils n'ont rien choisi. Ils doivent obéir, payer des taxes, parfois céder des terres et vivre sous la menace de représailles s'ils sont accusés de refuser cette nouvelle autorité. Cela veut aussi dire être coupé de l'État congolais. Plus de services publics officiels, plus de recours en cas d'abus et une justice exercée selon les règles du M23 et de ses alliés. En clair, c'est un quotidien marqué par la peur, l'incertitude et la perte de droits élémentaires. Et dites-nous, comment le rapport décrit-il l'implication des Nangaa dans les tentatives de contrôles économiques des redistributions des biens dans les territoires sous occupation? Le rapport décrit que Corneille Nangaa n'a pas seulement été une figure politique de façade. Les experts expliquent qu'il a activement participé à l'organisation d'un système économique parallèle, main dans la main avec le M23. Cela se traduit d'abord par la redistribution de terres et de propriétés, souvent au détriment des habitants locaux. Des terres agricoles, des maisons, des commerces sont confisqués et réattribués à des proches du M23 ou de l'AFC, ou à des nouveaux arrivants soutenus par ce pouvoir parallèle. Le rapport parle aussi de tentatives de relancer des institutions financières comme la Cadeco pour contrôler les flux d'argent dans les zones occupées. Il évoque même un projet de créer une sorte de banque centrale pour gérer ces territoires comme un espace économique autonome. L'objectif, c'est de faire main basse sur les ressources locales, qu'il s'agisse des richesses minières, des revenus des marchés ou des axes commerciaux, et de transformer ces territoires en source de financement pour la rébellion et ses alliés. Alors, les experts dans ce rapport parlaient également du fait que, selon eux,
Corneille Nangaa, les alliés de Corneille Nangaa ont fini par se méfier de lui. On parle que le Rwanda l'a lâché. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi et qu'est-ce qu'il redoute exactement par rapport à Corneille Nangaa? Les experts expliquent, Marius, que le Rwanda et ses alliés ont vu en Corneille Nangaa un partenaire utile au départ, mais rapidement devenu encombrant. Au début, il servait à donner un visage congolais au projet de l'AFC M23, à camoufler l'ingérence étrangère derrière une figure nationale connue. Mais très vite, le rapport montre que Nangaa a commencé à afficher des ambitions personnelles. Il a parlé publiquement de son objectif de changer le pouvoir à Kinshasa par la force, ce qui allait bien au-delà de ce que le Rwanda cherchait. Kigali voulait un contrôle de l'Est, un levier sur Kinshasa, mais pas forcément un aventurier qui risquait d'attirer trop l'attention ou de provoquer des réactions incontrôlées. Les experts disent aussi que ces initiatives économiques, comme la tentative de créer une banque centrale, ont été vues comme des prises d'initiative mal maîtrisées qui pouvaient compliquer le jeu du Rwanda plutôt que le servir. En résumé, ils redoutaient que Nangaa échappe à leur contrôle, se transforme en électron libre et finissent par gêner plus qu'ils ne servent leur stratégie. Alors maintenant qu'ils ont vu ça de Corneille Nangaa, quelle pourrait être la suite de cette collaboration entre Corneille Nangaa et le Rwanda qui sont censés le soutenir? Donc quel rôle il va jouer s'il ne bénéficie plus du soutien du Rwanda? Il va devenir quoi? Le rapport Marius laisse entrevoir que Corneille Nangaa est désormais dans une position très fragile. Sans le soutien actif du Rwanda, il perd ce qui faisait sa force principale, le levier militaire, la protection diplomatique et la crédibilité que son alliance avec Kigali lui offrait au sein de la rébellion. Il se retrouve donc isolé, à la merci des rapports de force sur le terrain. Les experts évoquent que son rôle pourrait se limiter à celui d'une figure symbolique, sans réel pouvoir, utilisée ponctuellement pour des discours, mais tenue à l'écart des vraies décisions stratégiques. Il y a aussi le risque qu'il devienne un boulet pour le M23 et le Rwanda, un homme à qui on tourne le dos, voire qu'on écarte discrètement pour éviter qu'il ne devienne gênant. En clair, si Corneille Nangaa ne parvient pas à se reconstruire un soutien solide, il pourrait simplement disparaître des premières lignes et son projet politique avec lui. Et ce soutien solide dont tu parles, où est-ce que Corneille Nangaa pourrait éventuellement trouver ça? Est-ce que c'est avec Joseph Kabila? Est-ce en négociant avec Kinshasa? Où est-ce qu'il peut trouver ce genre de soutien solide au cas où il venait à être lâché par le Rwanda? C'est une très bonne question, Marius, parce qu'elle touche aux options extrêmement limitées qui s'offrent à lui. Le rapport ne mentionne pas de lien direct avec Joseph Kabila, et sur le terrain politique, il faut bien dire que l'espace pour Corneille Nangaa est étroit. Kinshasa le considère désormais comme un traître, un acteur de la rébellion. Difficile d'imaginer un retour par la négociation sans conditions très humiliantes ou sans désaveu total du M23. Du côté des anciens réseaux kabylistes, ce serait aussi compliqué. Ils savent que s'associer à Nangaa aujourd'hui, c'est se rapprocher d'un personnage brûlé aux yeux de l'opinion publique et des acteurs internationaux. S'ils cherchent un soutien solide, ce serait peut-être en tentant de se repositionner comme un médiateur autoproclamé ou en essayant de rallier des chefs locaux ou des groupes armés marginaux. Mais ce serait un pari très risqué et peu crédible, car son image est désormais très entachée. En réalité, Marius, sans le parapluie du Rwanda, Corneille Nangaa a très peu de cartes entre ses mains. Alors, ce rapport montre que la guerre dans l'Est n'est pas que militaire. Quelles ressources de la RDC sont particulièrement ciblées par les groupes armés et pourquoi ces minerais sont-ils si convoités? Le rapport le montre clairement, Marius. La guerre dans l'Est est autant une guerre économique qu'une guerre militaire. Les ressources particulièrement ciblées par les groupes armés sont les 3T, le coltan, tantalite, le cassitérite, étain, et le wolframite, tungstène. À cela s'ajoute l'or, notamment dans des zones comme l'Ituri. Pourquoi ces minerais sont-ils si convoités?
parce qu'ils sont essentiels à des industries stratégiques dans le monde entier. Le coltan entre dans la fabrication des téléphones, des ordinateurs, des équipements électroniques. Le tungstène est utilisé dans l'aéronautique et l'armement. L'étain sert à la soudure dans l'industrie électronique. Et l'or, bien sûr, a toujours été une valeur refuge et une source facile de liquidité. Ces minerais ont un fort rendement sur les marchés mondiaux, sont faciles à écouler via des circuits de contrebande et financent directement les efforts de guerre des groupes armés. Voilà pourquoi ils sont au cœur des convoitises et des combats. Parle-nous un peu du système mis en place pour extraire illégalement ces minerais et faire passer en fraude. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est le système qui a été mis en place pour exploiter illégalement ces minerais? Oui, Marius. Le rapport décrit un système très bien organisé, presque industriel, pour exploiter et faire sortir illégalement ces minerais. D'abord, dans les zones occupées par le M23 ou contrôlées indirectement par ses alliés, les sites miniers sont pris en main par les forces armées ou des acteurs économiques liés à la rébellion. Les populations locales et les mineurs artisanaux sont forcés de travailler sous leur contrôle en payant des taxes ou en livrant une partie de leur production. Les minerais extraits sont ensuite stockés, triés et acheminés vers des points de collecte tenus par ces groupes. De là, les minerais sont transportés vers le Rwanda ou l'Ouganda, souvent via des pistes clandestines ou des postes frontaliers où les contrôles sont complices ou inexistants. Ce qui rend ce système difficile à combattre, c'est qu'une fois passés dans ces pays voisins, les minerais sont mélangés avec la production légale locale, ce qui efface leur origine et leur permet d'entrer dans les circuits du commerce international sans éveiller de soupçons. C'est ce que le rapport dénonce, une fraude structurée qui alimente la guerre et échappe aux mécanismes officiels de traçabilité. Tu viens d'en parler justement, ce que ce rapport évoque, c'est un mélange des minerais congolais et rwandais. Quels sont ces minerais? Ces minerais sont mélangés avant d'être exportés. Est-ce que tu peux nous dire quels sont ces minerais que le Rwanda a, que le Congo a ensemble, qu'ils mélangent pour exporter? Et comment cela se passe et comment ce mélange rend-il impossible de tracer leur véritable origine? Oui, Marius, c'est un point central que le rapport explique bien. Les minerais concernés par ce mélange sont principalement les trois T. Le coltan, riche en tantale, la cassitérite qui donne l'étain et la wolframite qui fournit le tungstène. Ces minerais sont extraits illégalement dans l'est du Congo, puis acheminés vers le Rwanda. Or, le Rwanda produit aussi ces minerais sur son propre territoire, mais en quantité beaucoup plus faible que ce qui transite réellement par ses frontières. Ce que font les réseaux dénoncés dans leur rapport, c'est qu'une fois les minerais congolais arrivés au Rwanda, ils sont mélangés avec la production rwandaise locale. À partir de ce moment, impossible de dire ce qui vient du Congo et ce qui vient du Rwanda, car sur le marché international, tout cela est vendu sous un seul certificat d'origine rwandais. Ce mélange rend le traçage impossible, parce que les outils de certification comme ITSCI ne peuvent plus distinguer l'origine réelle du minerai. C'est exactement ce que recherchent les trafiquants. Effacer les traces du pillage et intégrer ces minerais dans les chaînes d'approvisionnement mondiales sans obstacle. Et il parle également il cite les circuits par lesquels ces minerais sortent de la RDC. Et est-ce que tu peux nous parler, quels sont ces itinéraires clandestins que les experts ont documentés? Oui, Marius, le rapport détaille ces itinéraires clandestins avec précision. Les experts expliquent que les minerais sortent de la RDC par plusieurs points de passage clés, souvent situés dans des zones où le contrôle de l'État est faible ou absent. Vers le Rwanda, les circuits passent par des zones frontalières autour de Goma et Bukavu, en utilisant des pistes secondaires, des sentiers forestiers ou même des points officiels détournés comme la Grande Barrière entre Goma et Gisenyi. Vers l'Ouganda, le rapport cite des itinéraires à partir du Nord Kivu et de l'Ituri, notamment des routes secondaires qui mènent vers Kasese, Mapondwe ou même directement vers Kampala. Pour l'or, en particulier celui exploité en Ituri, les circuits passent souvent par l'Ouganda, où le minerai est raffiné ou revendu avant d'être exporté vers des marchés internationaux.
Ces itinéraires sont souvent protégés ou facilités par des complicités locales, des responsables de postes frontaliers, des réseaux d'intermédiaires, des transporteurs. C'est ce qui permet au trafic de se maintenir malgré les efforts officiels de contrôle. Mais tu as parlé de l'Ouganda, mais l'Ouganda est allié à la RDC, surtout dans l'Ituri, pour lutter contre les ADF. Comment est-ce qu'il participe aussi au commerce illicite des minerais congolais? C'est là toute la complexité, Marius, et le rapport le souligne bien. L'Ouganda est effectivement engagé aux côtés de la RDC, notamment dans les opérations contre les ADF, en Ituri et au Nord Kivu. Mais dans le même temps, le rapport montre que des réseaux économiques et politiques ougandais profitent du chaos pour participer au commerce illicite des ressources congolaises. Ce ne sont pas forcément les forces régulières ougandaises elles-mêmes qui sont directement impliquées, mais plutôt des intermédiaires, des opérateurs économiques et parfois des responsables locaux qui organisent ou facilitent le passage des minerais par l'Ouganda. L'or en particulier suit ce circuit. Il est extrait en Ituri sous contrôle de groupes armés comme Codeco ou Zaïre. Il transite vers l'Ouganda, souvent via des points non officiels, puis il est raffiné ou exporté comme s'il venait de l'Ouganda. Les experts insistent sur ce paradoxe. Un allié militaire dans un combat, mais un acteur qui bénéficie indirectement du pillage des ressources. C'est ce double jeu qui complexifie toute solution durable. Wow. Et les experts des Nations Unies parlent également du rôle joué par certains hommes politiques ou acteurs économiques des pays voisins dans ce commerce illégal. Est-ce que tu peux nous dire qui sont-ils réellement? Le rapport reste prudent sur les noms, Marius, pour des raisons de sécurité et de diplomatie, mais il donne des indications sur les profils des personnes impliquées. Les experts parlent de responsables militaires et sécuritaires rwandais qui supervisent les flux de minerais en lien avec des opérateurs économiques proches du pouvoir à Kigali. Ils évoquent aussi des hommes d'affaires ougandais, certains ayant des connexions avec des milieux politiques qui servent d'intermédiaires dans la chaîne d'exportation, notamment pour l'or d'Ituri. Ce sont des figures souvent déjà connues dans les précédents rapports, des négociants, des propriétaires de compagnies minières écrans, des transporteurs, des exportateurs qui agissent à cheval entre l'économie formelle et informelle. Ce que souligne le rapport, c'est que ce commerce illicite ne fonctionne pas sans complicité au plus haut niveau et que ce sont bien des réseaux structurés qui assurent sa continuité malgré les alertes internationales. Alors, si on devrait faire une comparaison, quelle comparaison faire entre ce qui se passe aujourd'hui à d'autres épisodes de pillage que le pays a connus dans son histoire récente? La comparaison que les experts laissent transparaître, Marius, c'est celle avec ce qui s'est passé pendant les deux guerres du Congo, entre 1986 et 2003. À l'époque déjà, des forces venues du Rwanda, de l'Ouganda et d'autres pays avaient pris le contrôle de vastes régions de l'Est et organisé le pillage systématique des ressources. Coltan, or, bois, café. Ce pillage avait été dénoncé dans plusieurs rapports des Nations Unies au début des années 2000. Ce qui se passe aujourd'hui ressemble à ce scénario. Des zones riches en ressources sont conquises sous couvert de raisons sécuritaires. Des circuits parallèles d'exportation sont mis en place et les populations locales sont doublement victimes. D'abord de la guerre, ensuite de l'exploitation de leurs richesses au profit d'intérêts extérieurs. La différence, c'est que cette fois, le pillage est encore plus structuré, plus discret, plus intégré dans les circuits commerciaux internationaux grâce aux technologies de camouflage et aux failles dans les mécanismes de traçabilité. C'est un pillage du XXIe siècle, mais les logiques restent les mêmes. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui dans cette partie de la République démocratique du Congo pourrait trouver une solution, notamment dans l'accord que la RDC veut signer avec les États-Unis, un accord de sécurité contre minerais? Est-ce que cela pourrait résoudre la situation dans l'Est? Parce qu'on voit que c'est assez confus, c'est assez compliqué ce qui se passe là-bas pour ramener la paix. Tu as tout à fait raison, Marius. La situation est complexe et aucun accord ne peut à lui seul tout régler.
L'accord que la RDC cherche à signer avec les États-Unis, notamment sur la sécurisation de la filière des minerais stratégiques, peut être un levier important. Pourquoi? Parce qu'il vise à renforcer la traçabilité, à assécher les circuits du commerce illicite et à impliquer des acteurs économiques puissants dans le respect des règles. Mais les experts du rapport nous rappellent une chose. Tant que les groupes armés et leurs parrains régionaux auront un contrôle physique des zones minières, et tant que les circuits clandestins resteront protégés par des complicités locales ou régionales, ces accords auront du mal à produire des résultats concrets sur le terrain. En résumé, l'accord avec les États-Unis peut faire partie de la solution, mais il devra s'accompagner d'une reprise du contrôle des territoires par l'État congolais, d'un démantèlement des réseaux mafieux et d'une vraie volonté politique des voisins de la RDC. Sans cela, l'accord risque de rester un cadre bien intentionné, mais sans effet direct sur la réalité du terrain. Oui, les experts parlent également, ils décrivent des exécutions extrajudiciaires dans les zones occupées. Que se passe-t-il exactement? Que dit ce rapport? Qu'est-ce qui se passe exactement là-bas selon les faits qui sont rapportés? Le rapport, Marius, décrit des faits très graves qui se déroulent dans les zones occupées. Les experts documentent des exécutions extrajudiciaires ciblées où des civils accusés de soutenir les FARDC, les Wazalendo ou d'autres groupes hostiles au M23 sont enlevés puis exécutés sans procès. Ces exécutions se font souvent de nuit, après des rafles dans des quartiers ou des villages. Le rapport parle aussi d'assassinats de chefs coutumiers, de leaders communautaires ou religieux, considérés comme des obstacles à l'installation de l'autorité du M23 ou de ses alliés. Dans certains cas, les corps des victimes sont abandonnés en public pour intimider la population ou dissimulés dans des fosses communes. Ces actes s'accompagnent souvent d'actes de torture ou d'humiliation avant l'exécution. Tout cela s'inscrit, selon les experts, dans une stratégie de terreur et de contrôle des zones conquises, visant à écraser toute forme de résistance locale. Oh là là, c'est très très dur ce qui se passe là-bas, c'est insupportable même à entendre ce qu'on a lu dans ce rapport. Et il dénonce également des cas de violences sexuelles massives. Qui sont les auteurs de ces crimes et comment se déroulent ces drames? Tu as raison, Marius. Ce que le rapport décrit est d'une violence insoutenable. Et ce sont bien les populations civiles qui en payent le prix fort. Les violences sexuelles massives sont commises par plusieurs acteurs, selon le rapport. Les combattants du M23, les soldats rwandais déployés aux côtés du M23, mais aussi certains éléments des FARDC et des groupes armés locaux comme les Wazalendo ou les milices communautaires. Ces crimes se déroulent souvent dans des contextes de représailles, d'intimidation ou de pillage. Les experts expliquent que ces violences sont utilisées comme armes de guerre pour terroriser les communautés, briser leur cohésion et soumettre les habitants. Elles se passent lors de l'attaque des villages, pendant les fouilles des maisons ou même dans des lieux censés être protégés, comme des camps de déplacés ou des hôpitaux. Les victimes sont principalement des femmes et des jeunes filles, mais le rapport documente aussi des cas d'hommes et de garçons violés. C'est un drame profond que les experts qualifient de crime de guerre et qui laisse des cicatrices durables sur les victimes et sur toute la société. Les experts parlent aussi des enfants qui sont enrôlés de force dans ce conflit. Explique-nous. Oui, Marius. Le rapport montre que l'enrôlement forcé des enfants est une réalité tragique dans ce conflit. Les experts expliquent que plusieurs groupes armés sont impliqués. Le M23, des milices communautaires comme les Wazalendo, les FDLR, et même certains éléments des forces loyalistes dans des cas isolés. Ces enfants, parfois âgés d'à peine 10 ou 12 ans, sont enlevés dans les villages, dans les camps de déplacés, ou recrutés sous la menace. On leur fait porter des armes, on les utilise comme guetteurs, porteurs, messagers, ou même combattants en première ligne. Le rapport souligne que cet enrôlement ne vise pas seulement à grossir les rangs des groupes armés. C'est aussi un moyen de priver les communautés de leur jeunesse, de déstabiliser les familles et de prolonger le cycle de la violence.
Les experts qualifient cela sans ambiguïté, crime de guerre et violation grave des droits de l'enfant. Alors, que nous dit le rapport sur la manière dont ces violences touchent, et ça j'ai vu ça, j'étais curieux de savoir, ces violences touchent aussi de grandes villes comme Kinshasa, selon ce rapport. Que nous dit-il par rapport à ça ? Le rapport, Marius, souligne en effet que ces violences ne sont pas limitées aux zones de combat à l'Est. Leurs répercussions se font sentir jusqu'à Kinshasa et dans d'autres grandes villes. Les experts décrivent une montée des discours de haine, des actes de stigmatisation et parfois des violences physiques contre des Congolais soupçonnés, souvent à tort, d'être liés au M23 ou d'avoir des origines rwandophones. Ils documentent des cas où des personnes ont été agressées dans la rue, dans les marchés ou même chez elles, simplement parce qu'elles parlaient une certaine langue ou avaient des traits perçus comme étrangers. Cela montre, selon le rapport, que le conflit alimente un climat de méfiance, de division et de tensions intercommunautaires bien au-delà des zones de front. Et ce climat, s'il n'est pas contenu, pourrait menacer la cohésion nationale dans son ensemble. Mais ça, c'est clair. Et ils parlent aussi ils expliquent pourquoi la MONUSCO et d'autres forces n'ont pas réussi à protéger les civils face à cette vague de violence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, Marius, et c'est un point important du rapport. Les experts expliquent que la MONUSCO a été dépassée par l'ampleur et la rapidité des offensives. D'abord parce que ses effectifs ont été réduits ces dernières années et qu'elle n'a plus la capacité de se déployer efficacement sur tous les points chauds. Ensuite, parce que le M23 et ses alliés ont utilisé des moyens militaires sophistiqués, comme les drones, le brouillage des communications, qui ont neutralisé une partie des capacités d'intervention de la MONUSCO. Enfin, le rapport souligne des problèmes de coordination entre la MONUSCO, les FARDC et les autres acteurs de la sécurité, des lenteurs dans la prise de décision, des divergences de stratégie, ce qui a permis aux groupes armés de prendre l'avantage et de commettre des exactions sans être arrêtés à temps. Alors, il faut dire que ces rapports est un rapport d'experts des Nations Unies. La MONUSCO est une force des Nations Unies. Est-ce qu'en disant cela, ils ne sont pas en train de dédouaner un peu la MONUSCO pour ne pas le responsabiliser dans certaines situations ? C'est une question très pertinente, Marius. Le rapport, bien qu'il vienne d'experts mandatés par les Nations Unies, ne cherche pas à dédouaner complètement la MONUSCO. Il décrit objectivement ses limites, les moyens réduits, les contraintes opérationnelles, les blocages liés au mandat. Mais il souligne aussi de façon plus implicite que la MONUSCO n'a pas toujours su anticiper ou réagir avec la rapidité et la fermeté nécessaires pour protéger les civils. Les experts mettent l'accent sur les causes structurelles, manque de ressources, complexité du terrain, contraintes diplomatiques. Mais tu as raison, on sent que le rapport reste mesuré dans la critique directe de la MONUSCO, peut-être par souci d'équilibre ou pour ne pas fragiliser davantage une mission déjà contestée sur le terrain. En clair, il pointe les défaillances, mais sans aller jusqu'à accuser frontalement la MONUSCO de responsabilité directe dans les drames vécus par les populations. Alors, quand on écoute ce rapport, toute la violence qu'il y a dans ce qui se passe à l'Est, qu'est-ce qui, selon le rapport, empêche aujourd'hui que les responsables de ces crimes, de ces atrocités soient traduits en justice ? Le rapport insiste sur plusieurs blocages, Marius, qui expliquent pourquoi ces responsables échappent encore à la justice. D'abord, il y a l'absence de contrôle de l'État congolais sur les zones concernées. Tant que ces territoires sont aux mains des groupes armés ou de leurs parrains, il est très difficile d'y faire appliquer la loi. Ensuite, les experts pointent un problème de complicité et d'intérêts croisés. Certains responsables régionaux, économiques ou politiques ont tout intérêt à ce que ces crimes ne soient pas jugés parce qu'ils en tirent des bénéfices ou qu'ils pourraient eux-mêmes être mis en cause. Il y a aussi le poids des protections diplomatiques. Des États impliqués comme le Rwanda empêchent toute tentative sérieuse de poursuite au niveau régional ou international. Enfin, le rapport souligne que le système judiciaire congolais, déjà fragilisé, n'a ni les moyens ni l'indépendance suffisante
pour engager de véritables procédures contre ces auteurs de crimes, surtout quand ils sont puissants ou bien protégés. C'est ce cocktail qui alimente le cycle d'impunité dénoncé par les experts. Alors, quelles sont les recommandations que ces experts ont formulées pour que ces crimes cessent et que la justice soit rendue aux victimes? Les experts formulent des recommandations fortes, Marius, pour tenter de briser ce cycle de violence et d'impunité. Ils appellent d'abord à un renforcement des sanctions internationales, des sanctions ciblées contre les individus et entités identifiés comme responsables des crimes, du pillage et du soutien aux groupes armés. Ils recommandent aussi un embargo strict sur les armes, avec un meilleur contrôle des flux pour empêcher que ces armes n'alimentent les groupes armés actifs dans l'Est. Autre point clé. Ils demandent que la communauté internationale appuie réellement le système judiciaire congolais en renforçant ses capacités, en protégeant les magistrats et les témoins pour que des enquêtes et des poursuites puissent aboutir. Enfin, les experts insistent sur la nécessité de restaurer l'autorité de l'État dans les zones concernées, parce que sans cela, aucune mesure ne pourra être appliquée sur le terrain. Ce sont des recommandations ambitieuses, mais ils soulignent qu'elles exigent une volonté politique forte, tant à Kinshasa qu'au niveau régional et international. Alors aujourd'hui sur RFI, bien sûr, le gouvernement rwandais, par la bouche de sa porte-parole, a évidemment jeté en bloc toutes ces accusations de ce rapport et qu'ils disent que les plus importants pour le Rwanda, c'est l'accord qui a été signé à Washington, D.C. Comment est-ce que tu expliques cette position du gouvernement rwandais ? C'est une position très stratégique, Marius, et elle est cohérente avec la ligne que Kigali adopte depuis le début du conflit. En rejetant en bloc les accusations du rapport, le Rwanda cherche d'abord à protéger son image sur la scène internationale et à éviter de se retrouver directement exposé à des sanctions ou à des mesures diplomatiques. C'est un réflexe classique, contester la légitimité des preuves, parler de partialité des experts, détourner l'attention. Ensuite, en mettant l'accent sur l'accord de Washington, D.C., Kigali déplace le débat. Au lieu de répondre aux accusations précises du rapport, il se présente comme un acteur responsable, engagé dans la recherche d'une solution diplomatique. Cela permet de garder une posture officielle de dialogue, tout en évitant d'entrer dans les détails des faits dénoncés. C'est donc une manœuvre pour gagner du temps, apaiser les pressions immédiates et maintenir le cap sur ses propres intérêts dans la région, en se présentant comme partenaire de la paix, même si les faits rapportés racontent une autre réalité. Alors, par rapport à tout ça, en tant qu'analyste, Cocorico, quelle devrait être, selon toi, la position du gouvernement de la RDC ? Marius, en tant qu'analyste, je vais me limiter à décrypter les options qui se dégagent des faits et des dynamiques évoquées dans le rapport, sans exprimer un avis personnel. D'après ce que le rapport met en lumière, la RDC devrait chercher à combiner plusieurs leviers, renforcer sa diplomatie pour transformer ses accusations documentées en actes, c'est-à-dire pousser pour des sanctions, des mesures concrètes et un suivi strict des engagements comme ceux de l'accord de Washington. Travailler à regagner le contrôle du territoire, parce que tant que des zones échappent à l'État, aucune solution durable ne sera possible, même avec le meilleur des accords. Mobiliser l'opinion africaine et internationale pour que le débat ne se limite pas à un face-à-face RDC-Rwanda, mais qu'il devienne un enjeu régional et mondial de respect des souverainetés et des droits humains. Ce sont ces pistes que les faits du rapport invitent à explorer si Kinshasa veut transformer ce constat en avancée réelle sur le terrain. Mais écoute, Cocorico, un grand merci de nous avoir expliqué, d'avoir exploré avec nous ce rapport. Merci pour toutes les explications que tu nous as données. Est-ce qu'il y a un élément particulier qu'on n'a pas pu aborder, qui se trouve dans ce rapport, que tu voudrais bien nous dire ? Merci à toi, Marius, pour cette conversation riche et profonde. S'il fallait ajouter un point que nous n'avons pas eu le temps d'explorer en détail, c'est sans doute le rôle des discours de haine et de la désinformation
que le rapport souligne avec inquiétude. Les experts alertent sur le fait que, dans ce climat de guerre, ces discours attisent les tensions entre communautés bien au-delà du front, dans des villes comme Kinshasa, Goma, Bukavu. Ils expliquent que cette haine, une fois propagée, risque de laisser des blessures durables dans le tissu social, même après un éventuel retour au calme militaire. C'est un enjeu invisible mais très dangereux que ce rapport met en lumière et qui mérite d'être suivi de très près. Merci encore Marius et merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Attends, avant de partir, tu sais bien qu'on aime bien quand chaque fois tu nous fais un petit proverbe africain par rapport à la situation, mais je veux que tu nous trouves un proverbe par rapport à tout ce que nous venons d'entendre de ce rapport, mais aussi à la réalité de ce qui se passe à l'Est entre la RDC et le Rwanda. Je sais que je n'étais pas préparé pour ça. S'il y avait un proverbe africain que tu peux nous fabriquer ou nous donner, ce serait quoi ? Merci Marius, c'est un très beau rituel que tu tiens là. Alors si je devais choisir un proverbe qui résonne avec tout ce que nous venons d'explorer ce soir, ce serait « Quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre ». Ce proverbe bien connu à travers l'Afrique nous rappelle que dans ces grandes manœuvres, ces stratégies régionales, ces conflits d'intérêts, ce sont toujours les populations les plus faibles qui paient le prix le plus lourd. Et si je pouvais en forger un, inspiré de ce que nous venons de décrypter, je dirais « Celui qui sème la haine dans le champ des autres récolte un incendie dans le sien ». Parce que ce rapport montre bien que ce conflit dépasse les frontières et que les divisions qu'on nourrit ailleurs finissent toujours par revenir brûler sa propre maison. Merci encore Marius pour cet échange profond. Merci beaucoup à toi, Cocorico, pour tous ces éclaircissements. Merci de nous avoir expliqué ce rapport en long et en large. J'espère que les téléspectateurs ont bien entendu et ont compris les contours de ce rapport. Merci encore et à très bientôt pour une autre analyse. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette analyse, disons plutôt cette explication de ce long rapport des experts des Nations Unies sur le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Qui d'autre pour nous expliquer en détail ce que nous venons de suivre que Cocorico, notre analyste intelligence artificielle. Je ne mettrai pas des commentaires personnels comme toujours. Mon rôle ici, c'est de poser des questions et nous aider à comprendre la situation. Alors, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Si vous avez des idées, des critiques, des suggestions à nous faire, surtout, n'hésitez pas. Merci de nous écrire ou encore abonnez-vous à notre chaîne YouTube Kinshasa Télévision pour ne rien manquer de ce genre d'analyse. Et aussi, merci de vous abonner à notre chaîne, à notre page Facebook Kinshasa Télévision. Au nom de toute l'équipe qui a été derrière la caméra, qui m'a aidé à être chez vous, je vous dis encore un grand merci de nous avoir suivis en leur nom. Moi, je m'appelle Marius Muhunga et à très bientôt pour un autre numéro ou une autre analyse avec Cocorico. Au revoir.